Alors, je m'appelle Candice et je suis une ancienne élève de l'ESNAM, voilà, comédienne et marionnettiste. Et je suis Faustine, aussi ancienne élève de l'ESNAM, donc on a fait partie de la même promotion, la 10e promotion. Alors l'ESNAM, je vais me permettre d'abord bonjour, commençons par dire bonjour. L'ESNAM, c'est l'école supérieure des arts de la marionnette pour aller vite à Charleville-Mézières, sublime école où un nombre incalculable de créateurs sont passés et sillonnent sur toutes les scènes actuellement. Et vous êtes sur la scène d'un spectacle de Bérengère Ventusseau. Et j'ai envie de dire, c'est surtout votre spectacle, c'est le Cercle de craie caucasien, adapté librement, heureusement très librement adapté de Bertolt Brecht, sous la direction de Bérengère Ventusseau. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette histoire de Brecht ? Et surtout ce texte-là, qui est quand même un des textes les moins sexy, entre guillemets. C'est un des plus... Je trouve que c'est un texte qui a vraiment vieilli. Et la façon dont vous le reprenez, vous le retravaillez, vous le retriturez, il reprend toute sa force. Alors je pense qu'une des choses qui nous a amené sur du Brecht, c'est quand Éloi Recoing, qui est du coup l'actuel directeur de l'École nationale de la marionnette, quand il a proposé à Bérengère Ventusseau de venir mettre en scène notre spectacle de sortie, il a tout de suite pensé à une pièce du collectif. Et je pense que c'est Bérengère qui lui a répondu par du Brecht. Je pense qu'elle cherchait de toute façon une pièce où il y avait beaucoup de personnages, donc on est 13 dans la promotion. Et pourquoi du Brecht ? Pourquoi du Brecht, oui. Ça, je pense qu'elle a dû nous le dire, mais en tout cas, du Brecht aujourd'hui, ça, on s'est sacrément posé la question ensemble. Parce que quand elle nous a dit Brecht, nous aussi, ça nous a paru un petit peu historique, on va dire. Et après, c'était la grosse question du prologue de Brecht, qui met en scène des kolkhozes. Et je crois que c'est les parties qu'on a le plus remaniées, en fait. On a réécrites en improvisation, au final. Parce que justement, ça nous paraissait beaucoup trop lointain, je crois. Ouais. On va rester un instant dans l'histoire, mais dans cette façon que vous avez de l'approcher et du travail que vous avez fait ensemble dans le groupe de réécriture, et on parlera de la mise en scène tout à l'heure. Vous avez vraiment repris, on a l'impression que le texte a été écrit aujourd'hui. Il nous parle aujourd'hui 2018, quoi. Mais comme il pourrait nous parler dans le passé, dans le futur. Ça, je trouve ça, effectivement, le côté un peu passéiste a été gommé et on revient à une force révolutionnaire d'aujourd'hui. Oui. Après, la fable en elle-même, elle vieillit pas au final. Ça s'adapte, c'est assez intemporel, c'est le propre d'une fable. Donc c'est vraiment ce qu'il y a autour de la fable qu'on a un petit peu mis au goût d'aujourd'hui. La fable, on n'y a pas touché, mais c'est la façon dont on rentre dans la fable auquel on a bien touché. C'est pas comme si on avait fait un texte à trous, on n'a pas juste enlevé les mots kolkhoz, caucase, etc. On a vraiment essayé les débats qui sont proposés dans la pièce autour de la question de, par exemple, à qui appartient la Terre. On se les est reposés aujourd'hui. En plus, c'était flagrant. En 2017, on a eu quand même pas mal de cas d'actualité qui nous ont mis sur le bon chemin. Et ça fait partie maintenant du spectacle. On savait pas en fait. Quand on s'est réapproprié le prologue, on savait pas que ça allait en faire partie forcément au final, mais de voir ce collectif qui aujourd'hui se pose la question aussi de pourquoi on monte une vieille pièce. Parce que ça nous parle encore aujourd'hui, etc. Bon, au-delà de la mise en abîme, c'était un beau pari, quoi. Alors, on reste un instant sur la fable. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Cercle de craie caucasien, qu'est-ce que c'est que cette fable ? Alors, c'est 2 histoires, en fait. Et là, on s'est concentré sur une histoire. Donc, ça se passe dans un pays... En plus, il me semble que c'est un pays fictif. Voilà, il y a... un gouverneur et il y a une révolte, enfin un coup d'État, parce que c'est pas vraiment une révolte du peuple. Et le gouverneur de la ville est décapité et il a un fils, un bébé qui s'appelle Michel. Et lors de la fuite de la femme du gouverneur, qui elle n'a pas été décapitée, elle laisse l'enfant et c'est une femme de cuisine qui s'appelle Groucha qui voit l'enfant et l'enfant est menacé de mort
Donc elle décide de l'emporter avec elle, de fuir. Et elle a un tas de péripéties, elle fuit, elle est poursuivie par des hommes d'armes. Mais entre-temps, il y a une deuxième histoire. Est-ce qu'on parle du juge Hasdaq maintenant? Est-ce que... Entre-temps, il y a deux récits. Le deuxième récit, c'est que dans cette ville fictive où il y a eu une révolte, forcément le pouvoir est tombé, et donc aussi les magistrats, les juges, etc. Donc il y a un espèce de scélérat d'écrivains de village qui s'autoproclament juges. Et c'est là que les deux histoires se croisent. Groucha, à un moment, avec son enfant Michel, se fait rattraper par les hommes d'armes et se fait amener devant le tribunal. Et forcément, qui sera son juge? Ce fameux Hasdaq, qui est le juge des justes, en fait, parce que c'est un ancien vaurien qui juge selon son bon chef, quoi. Et donc c'est lui qui va devoir faire ce jugement. Et là... Donc c'est l'ex-femme du gouverneur qui revient, la vraie mère de l'enfant. D'un autre côté, Groucha qui a adopté le petit. Donc c'est la mère d'adoption. Il y a la mère par la chair. Par la chair, voilà. Et la mère par le cœur. C'est ça. Qui s'affrontent pour avoir l'enfant. Donc ça reprend un peu l'histoire du jugement de Salomon. C'est le juge pour savoir à qui donner l'enfant. Il place l'enfant au milieu d'un cercle de craie et il demande à chacune des deux mères de tirer, et la première qui réussit à tirer l'enfant hors du cercle sera déclarée la vraie mère. Donc il lance l'épreuve et là la femme du gouverneur, la mère, tire l'enfant à elle et de peur de le blesser, Groucha, la mère adoptive, la femme de cuisine, laisse l'enfant échapper. Le juge demande pourquoi elle n'a pas tiré, il refait faire même l'épreuve une deuxième fois, et là la mère adoptive hurle mais enfin je peux pas, vous voulez que je le déchire, ça va pas, un petit gamin comme ça. Et là le juge dit prends l'enfant, il est à toi, tu as prouvé que tu étais la vraie mère, voilà. C'est happy end. Happy end, ça se termine. On commence à comprendre pourquoi elle n'est pas si jouée que ça, que cette pièce, alors qu'en fait ce qui est génial c'est quand on la voit, c'est une pièce sur sur le pouvoir, sur la lâcheté de l'homme, enfin sur la nature humaine plus globalement, mais aussi sur les capacités de résistance, sur la détermination, sur l'amour. Enfin c'est une pièce très très ouverte. Et le gouverneur rentra dans son palais. Et la forteresse était un piège. Éloi était plumée et rôtie. Éloi ne fut plus mangée. Et midi n'était plus l'heure de manger. Et midi était l'heure de mourir. Fouillons, qu'est-ce qui se passe? C'est un attentat contre le gouverneur! Ah! La voilà! Qu'est-ce que je t'avais dit, tête de bois? Mon nez, je les sens. Alors, pucelle, j'aurais 2-3 questions à te poser. Pourquoi m'as-tu filé entre les doigts, hein? Qu'est-ce que tu as cru que je te voulais? Je parie que c'était quelque chose d'impudique à vous. J'avais oublié le lait sur le feu, ça m'est revenu. Messieurs les soldats, c'est elle qui m'a posé enfant devant la porte. Et ça, je le jure. Tiens. Mais voilà-tu pas une petite chose dans le panier? Tête de bois, je sens les 1000 piastres. Monsieur l'officier, ce n'est pas celui que vous cherchez, c'est le mien. Ah oui, je vais m'en rendre compte moi-même. C'est le mien! C'est le mien! Un destin des plus cruels m'oblige, monsieur, à solliciter de vous la restitution de mon enfant chéri. Ce n'est pas à moi de vous décrire les souffrances morales d'une mère à qui l'on ravit son enfant, ses angoisses, ses nuits sans sommeil, ses inquiétudes. La vraie mère aura la force d'attirer l'enfant hors du cercle. Préparez-vous à tirer. Voleuse d'enfants, criminelle, paysanne, bourgeoise, plouque.
en scène, elle a choisi d'attribuer un animal à chaque personnage. Donc non seulement ce sont des marionnettes, mais en plus la fable est un petit peu encore plus loin transposée, c'est que ce sont des animaux de la forêt, on va dire. Et donc chaque personnage s'est vu attribuer un animal qui correspond, on va dire, plus ou moins grosso modo à ses vices cachés. Mais on fait aussi quelques pieds de nez, je veux dire, c'est pas forcément les loups galeux qui sont les méchants, quoi. Dans notre histoire, il faut se méfier, il faut pas se fier aux apparences, quoi. Et justement pour les cartons, ça a été un des plus gros chantiers, je pense, à la création. Les cartons, donc c'est tout ce qui constitue notre scénographie. Notre scénographie est en carton. Et on a 26 bras disponibles pour faire exister, 10 paysages peut-être. Ouais. Donc les marionnettes, ce sont aussi les cartons dans cette pièce. Et même en 3 ans d'école à Charleville-Mézières, on n'apprend pas forcément à manipuler des cartons. Donc là, on a... C'est vrai que c'est vraiment un travail choral. En fait, il n'y a pas un seul moment dans le spectacle où quelqu'un ne fait rien. On est toujours soit en train de tenir des pattes, de dire un texte, ou de bouger des cartons, de prévoir que là, on a un changement. C'est vraiment un groupe, quoi, une espèce de gros mouvement collectif. C'est des manipulations chorales, en fait. Il n'y a pas un acteur qui fait un personnage. Tout le monde va être Grouchat, tout le monde va être Simon, tout le monde va être la montagne. Vous parlez des cartons, ça a l'air anecdotique. Mais ça pourrait être des temps morts dans la pièce. Et en fait, non, chaque déplacement de carton a du sens et devient une chorégraphie à part entière. Et du coup, en fait, il n'y a aucun moment où on décroche. C'est-à-dire que c'est pas juste de la manipulation de carton, c'est que chaque chose a une raison d'être. Chapeau. La transition aurait pu être des temps morts. Mais ce qui est bien avec les cartons, c'est que ça devient des paysages. Donc c'est pas des transitions entre des scènes. C'est des scènes qui se jouent quand il y a ces déplacements de carton. Donc là, ça fonctionne. Mais alors, pour arriver à pas des transitions, mais des paysages, là, je vous laisse imaginer la chorégraphie, quoi. 13 comédiennes et comédiens sur scène. Un groupe qui sort des années d'études à l'école de la marionnette. Il y a cette énergie-là d'un futur possible qui se concrétise. Comment vous l'avez vécu, ces moments de création de fin d'année Assez intense au niveau du travail. Un bon climax, moi je dirais. Ouais. Personnellement, je l'ai vécu comme pas la parenthèse de fin, mais plutôt une réouverture. Parce que ce qu'on a appris dans le cercle de Cré, c'est aussi à réouvrir tout impossible dans la manipulation. Grâce à l'assistant à la mise en scène qui est Philippe Rodriguez-Jorda, qui sort aussi de l'École nationale, première promotion. Il nous a vraiment réouvert en fait les possibles. On va pas dire qu'on apprend classiquement la marionnette pendant les 3 années, mais en tout cas l'apport de Philippe sur ça, il a été incroyable parce que c'est comme s'il nous avait remontré, même à la fin de la formation, qu'il y a tout ça qui est possible aussi. Et ça, chapeau. Ouais, moi j'ai autant appris en fait dans ce spectacle, en créant ce spectacle de fin de promotion que dans les 3 ans. Ça, c'est vraiment une chance. Et toi, t'as appris quoi? C'est une blague. Qu'est-ce que j'ai appris? La gestion de groupe. La gestion de groupe. Le côté colonie vacances. Ouais, la tournée. Après, le fait de le jouer plusieurs fois, d'adapter d'un lieu différent, d'un public à un autre, c'est vrai que... Parce qu'à l'école, à la fin de stage, on a des fois des présentations. Mais c'est quoi? On joue 1-2 fois, toujours dans le même lieu, le petit théâtre de l'école. Et là, c'est vrai, changer d'endroit, rencontrer un public différent, pas toujours les mêmes réactions, rejouer plusieurs fois, comment c'est différent à chaque fois, continuer à travailler et à s'amuser aussi. Voilà. Justement, il y a des réactions des spectateurs qui vous ont surpris, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Comment ça s'est passé? On a eu quelques pépites. Moi, il y a une réaction dont je me souviens très bien, c'est d'une femme à Clamart, donc quand on a joué, peut-être c'était le premier mois de tournée, donc en septembre dernier. Et une femme assez âgée qui est venue d'abord nous féliciter, et puis qui a sorti toute go d'un coup.
mais en fait vous manipulez des cadavres. Et en fait ça m'est sauté aux yeux à ce moment-là. Moi quand je manipule ces marionnettes, j'ai pas l'impression de manipuler des cadavres. Et là d'un coup je me suis dit mais oui c'est ça. Ouais. En fait c'est la réaction de spectateurs qui me fait me rendre compte de ce que je touchais depuis 2 mois. Marionnettes, moitié taxidermie, moitié peluche, et c'est vrai que nous on les a tellement vus, on a tellement joué avec, que voilà, c'est des personnages et on se rend plus compte de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marque pas mal de spectateurs aussi. Les marionnettes sont vraiment étranges, on n'a jamais vu ça. Ça... C'est des marionnettes sur lesquelles vous avez travaillé vous-même d'ailleurs. La construction, c'est Violaine Fimbel, une ancienne aussi élève de l'ESNAM, la promo juste avant. Oui, la 9e promotion. 9e, ouais. Donc c'est Bérangère Ventusso qui a choisi Violaine et sa compagnie, la compagnie Yokai, pour la création des marionnettes. Et je pense que c'est une idée commune d'avoir fait des taxidermies peluches. Voilà, on n'a pas touché pour une fois à la construction, parce que d'habitude pendant l'école, quand on joue à un projet, on a aussi participé ou fait entièrement la construction. Là c'était une volonté de la metteur en scène de nous embaucher en tant qu'interprète, quoi. Enfin embaucher. De se concentrer vraiment sur le jeu, la construction, parce qu'il y avait un gros travail. De mise en jeu, oui. De mise en jeu, ouais. Interprétation, manipulation. Pour toutes les deux, là, maintenant, c'est sûr que vous allez continuer dans le monde de la marionnette et de l'art visuel. Ah, c'est bien parti pour. Ah oui, c'est bien parti pour. Je pense qu'on va pas en démordre. Ouais. On va le dire, là, le Cercle de Craie Caucasien, c'est la dernière date, c'est ici au festival École de Passage. Ouais. Ensuite, le groupe va se disséminer sur d'autres projets. Quels sont les vôtres, par exemple? On veut rien. Non, on veut rien dévoiler. Oui, partir en vacances, c'est prévu. Toutes les deux, on bosse pour différentes compagnies. Moi, je vais continuer en étant interprète. Donc là, je suis interprète pour 3 compagnies et je pense que je vais faire ça quelques années avant de peut-être monter un premier projet et le mettre en scène. Moi, je vais être interprète pour une compagnie, pour un spectacle jeune public, avec jeu d'acteurs et marionnettes aussi. Et je vais faire un projet avec une autre personne de la promo sur du théâtre, un théâtre documentaire sur les drones militaires. Voilà. Donc, on a l'habitude de dire comme en leitmotiv, mais les gens ont une telle image de la marionnette d'avant. Ceux qui ne connaissent pas la marionnette contemporaine au théâtre, c'est vraiment de continuer à leur dire d'essayer de se laisser surprendre, parce que c'est un imaginaire qui est permis, que souvent le théâtre traditionnel, entre guillemets, ne permet pas. Il y a une richesse de création dans le monde de la marionnette contemporaine, entre la chorégraphie, les objets, le corps, la musique, et que l'on retrouve notamment ici dans ce spectacle-là, avec en plus une puissance un appel à la résistance, quoi. Je pense que vraiment, il y avait plein d'adolescents dans la salle quand j'avais vu le spectacle, et ils avaient compris ce qui se passait, l'enjeu de la pièce, ils l'avaient capté, quoi, par l'énergie, par ce qui était dit. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça. Vous transmettez aux camarades? Ça marche. Bon spectacle ici. On dans prend. le cadre du festival École de Passage, où l'école c'est fini. Oui. Mais en revanche, je crois que vous n'avez pas fini d'apprendre. Non, ça, on va continuer. Jamais. Jusqu'à la fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.